Monde numérique. Franchement, ouais, ça peut être très très intéressant, surtout quand le métavers sera popularisé dans un futur proche ou lointain, je sais pas. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très futuriste, je pensais pas que ça existait. Donc on peut superposer l'application Frogance sur l'environnement d'un ordinateur classique, afficher uniquement ce qu'on a besoin d'afficher. C'est plutôt très très simple en plus à utilisation, donc très bien. Bonjour, bienvenue sur Monde Numérique en audio et en vidéo et bienvenue à Vivatech édition 2025. Nous nous trouvons sur le salon pour une séquence spéciale en partenariat avec Frogance. Bonjour Alexis Tamas. Bonjour Jérôme. Ravi de vous retrouver ici au cœur du Salon parisien des technologies, cofondateur de la société F2R2 qui soutient le projet Frogance, un système innovant particulier de diffusion de contenu sur Internet. Vous êtes présent sur Vivatech depuis, c'est la 3e année que vous venez. Absolument, ça fait 3 ans que nous sommes présents à Vivatech. Et cette année avec d'ailleurs un dispositif un peu spécial. Effectivement, depuis les 2 premières années, on avait un stand traditionnel sur l'événement. Et cette année, on a décidé d'aller à la rencontre du public davantage avec des déplacements au sein du hall 1 et du hall 2 pour faire des démonstrations auprès du public directement avec de la réalité augmentée en mouvement pour leur montrer en fait la possibilité de voir des sites Frogance dans un environnement réel. Réel ou virtuel plutôt. Alors, oui, effectivement, dans un lieu réel avec donc des sites Frogance en superposition dans un lieu réel, donc pour montrer toute la puissance universelle de Frogance dans cette technologie de réalité augmentée. Dans des cases de réalité augmentée, de réalité mixte. Alors, on a recueilli quelques impressions. On vous a un peu suivi dans les allées du salon et voilà ce que ça donne. Moi j'ai trouvé ça super bien, honnêtement, j'avais jamais pu tester quelque chose comme ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça beau, on peut choisir comment c'est fait, j'ai beaucoup aimé. Interesting concept. Concept intéressant. Je n'arrive pas vraiment à comprendre comment ça fonctionne pour créer un tout nouveau système web en dehors de nos outils en ligne habituels. C'est assez époustouflant. D'après ce que j'ai compris, c'est plusieurs onglets ouverts en même temps et on navigue comme on veut et où on veut et c'est vraiment pratique et maniable. J'ai trouvé en fait que c'était hyper intuitif, c'était facile d'accessibilité, on pouvait déplacer les fenêtres comme on voulait, on pouvait vraiment rien qu'avec le regard et en pinçant, c'était très intuitif, très facile et pour moi je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est hyper sympa, très interactif, facile à utiliser, on est dans le monde de demain mais c'est aujourd'hui. Alors ça suscite de la curiosité, des questions également et le but du jeu maintenant c'est qu'on en sache un peu plus en détail sur ce système Frogance. Bon, alors la question de base en fait c'est de quoi s'agit-il exactement? Comment résumer Frogance? Alors on peut résumer Frogance en disant que c'est un nouveau système pour publier des contenus et des services sur Internet. On peut dire aussi que c'est un système qui est basé sur des standards ouverts, qui va en fait être un complément des sites web que l'on connaît depuis des dizaines d'années et qui va être le premier système de publication de contenu qui propose une autre interaction, des contenus un petit peu différents en termes de forme sur l'écran. On l'a vu, on peut le voir sur des écrans d'ordinateur, dans des casques de réalité augmentée, sur des téléphones, avec donc une interaction plus spontanée, plus naturelle pour les utilisateurs et très complémentaire des sites web. Mais quelle différence avec le web classique? Alors, le web classique, on connaît tous les fenêtres rectangulaires, ce carcan un petit peu informatique dans lequel les contenus sont placés. Avec Frogance, en fait, ce carcan explose puisque les sites Frogance n'ont plus de bords, je dirais, imposés rectangulaires, mais ils peuvent exister visuellement avec n'importe quelle forme sur l'écran. Oui, c'est plus fun, ça fait un peu penser aux widgets qu'on avait à une époque, etc. L'enjeu lorsqu'on a créé ce concept, en fait, cette technologie, c'est de dire que la technologie devait disparaître des yeux de l'utilisateur. Dans le web, la technologie encadre complètement le contenu encore aujourd'hui. Le navigateur web n'est pas du tout invisible. On voit bien les barres de navigation en haut, les menus, etc. Dans Frogance, en fait, c'est quand on regarde un site Frogance sur un écran, 100% des pixels présents sur l'écran, c'est du contenu. D'accord. Et c'est vraiment ça qui fait la particularité du système. Effectivement, Frogance vient aussi avec d'autres propriétés. Après avoir observé le web et les limitations potentiellement qu'il a en termes de simplicité d'utilisation, on l'a dit, mais aussi le modèle de sécurité pas forcément génial, le modèle de respect de protection de la vie privée non plus. Et donc là, on est arrivé aussi avec des solutions
qui, on en avait parlé, qui sont plus à jour. Alors ça fait partie des questions qui se posent. Encore une question qu'on a recueillie sur le salon Vivatech. J'ai posé pas mal de questions, notamment l'aspect sécurité, pour éviter toutes les pop-up qu'on peut avoir nous quotidiennement. Ils m'ont répondu qu'effectivement, comme c'est sur un serveur, on utilise juste ce qu'on a besoin une fois programmé. Donc c'est plutôt bien, donc intéressant. Pourquoi dites-vous que Frogance est plus respectueux de la vie privée ? Alors Frogance, en fait, n'est pas basé sur la technologie des cookies, dont on sait qu'elle pose énormément de problèmes. À la fois, ce sont des fonctionnalités très utiles d'être reconnus en allant sur des sites, mais on a un mal fou, les utilisateurs ont un mal fou, et même les experts ont un mal fou à régler les cookies de manière sélective entre ce site-là, je suis d'accord, ce site, je suis pas d'accord. Quand je visite un site d'un grand avionneur français, par exemple, je vais avoir des dizaines et des dizaines de connexions à des serveurs tiers que je ne connais pas. Alors la loi impose de savoir qu'ils existent, mais j'en fais rien comme information. Là, dans Frogance, en fait, on a un autre modèle qui consiste à dire, en fait, quand on visite ton site Frogance et qu'on stoppe sa visite, en fait, on ne va pas être reconnu à la prochaine visite, sauf si je mets le site Frogance dans mes favoris. Et donc, ça crée, en fait, pour l'utilisateur, une possibilité de contrôler complètement les données qu'il envoie et à qui il les envoie. D'accord. Mais c'est l'éditeur du contenu qui garde la main. Absolument. L'éditeur du contenu garde la main sur les données, mais à partir du moment où il est bien identifié, comme c'est le cas dans Frogance, parce qu'il n'y a pas de connexion à des dizaines de serveurs. Quand je navigue sur un site Frogance, je ne me connecte qu'à un seul serveur, celui du contenu d'origine. Et donc, je peux aussi avoir des exigences par rapport à cet éditeur en matière de respect de ma vie privée. Et ça, en cela, on est complètement en phase avec les réglementations, notamment européennes. Alors, Alexis Tamas, vous restez là. Regardez, encore une question qu'on a recueillie sur le salon Vivatech. Ça peut être intéressant, je pense, après sur des lunettes connectées ou des choses comme ça, des objets plus portatifs que les masques comme ça, mais ça peut être intéressant. Et c'est rigolo d'avoir les différents sites en 3D, je trouve, et de pouvoir les mettre un peu où on veut, etc. Je vois pas encore très bien les cas d'application, mais j'imagine qu'il doit y avoir des use cases, des secteurs pour lesquels c'est pertinent. Alors moi j'écris, alors pourquoi pas une application justement d'écriture où je pourrais écrire de façon plus simple avec toutes mes photos, tout allié par rapport à ça. Après moi j'utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux, donc aussi avoir tous mes réseaux, LinkedIn, Instagram, tout ça à apporter justement pour communiquer aussi en même temps. Les portiers vidéo par exemple, pour voir qui c'est qui rentre à la maison, qui c'est qui sonne, etc. Donc petites applications. Moi, je fais de la musique aussi, donc j'imagine pas mal d'applications côté musique. Donc, le métronome, enfin plein de petits outils nécessaires, le diapason, enfin plein de petites applications comme ça qui pourraient être intéressantes. Ouais. À quoi ça sert, Frogance, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Quel type d'application ? Alors, pour les éditeurs de contenu, ceux qui ont des contenus, en fait, tous ceux qui ont un site web aujourd'hui peuvent facilement avoir un intérêt à faire des sites Frogance. Par exemple, pour permettre une consultation, si je prends par exemple l'environnement d'un ordinateur classique, traditionnel, que ce soit un Mac, un Windows, un Linux, là, le fait de publier un site Frogance sur un écran de cette nature-là va permettre d'avoir son contenu superposé aux autres fenêtres et donc de permettre à ces internautes, ces visiteurs, de rester en contact permanent avec mon contenu, s'il le souhaite, évidemment, c'est pas intrusif, oui. Mais ça va permettre de garder donc une forme de connexion continue avec l'éditeur. Quand j'ai ensuite mon utilisateur qui va se déplacer entre son bureau, son lieu de vie, etc., ou part en vacances, eh bien, sur ses équipements mobiles, il va pouvoir continuer d'utiliser le même site Frogance. Et là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de côté responsif dans Frogance, c'est automatiquement directement compatible, puisque en fait, le site Frogance va apparaître de la même manière sur tous les écrans. Mmh. Voilà. Et puis ensuite, ce même site Frogance, eh bien, je peux continuer de l'utiliser dans d'autres environnements, les environnements AR/VR notamment qu'on démontre aussi aujourd'hui sur le salon Vivatech, et puis évidemment tout autre support connecté. Pour l'utiliser, il faut quoi ? Vous le dites, ça marche sur toutes les plateformes, mais il faut un outil, un navigateur ? Absolument. Le fonctionnement de Frogance, du point de vue de l'utilisateur final, c'est une application. Alors sur un téléphone, ça vient d'un store tout à fait traditionnel. Sur un ordinateur, pareil, on télécharge un petit logiciel qui va permettre, et qui s'appelle Frogance Player, qui est disponible gratuitement, qui ne nécessite pas d'enregistrement de la part des utilisateurs et qui est distribué par l'OP3FT, qui est en charge de la standardisation de Frogance. En termes d'application, ça peut servir dans quel secteur, dans quel domaine ?
Alors, Parce que vous dites avoir toujours comme ça le site visible sur l'écran. En même temps, on n'a pas, en tant qu'utilisateur, forcément envie d'avoir toujours le même site sous les yeux tout le temps. Absolument. Le web aujourd'hui est constitué de centaines de millions de sites avec des usages très variés et qui ne sont pas utilisés par tous. On utilise quelques dizaines de sites peut-être dans sa vie au quotidien, mais il y a des centaines de millions d'utilisateurs qui utilisent eux aussi des dizaines de sites dans leur coin. Et donc tout ça, ça constitue finalement des centaines de millions de sites. Et à chacun de ces sites, on peut avoir donc une version ou des versions de son site Frogance. Donc c'est complémentaire d'un site web traditionnel, en fait. Absolument, c'est tout à fait complémentaire. Mais c'est destiné à quel type d'industrie ou de Alors nous, contenu. Bien sûr, quand on présente Frogance, tout de suite il y a les grands thèmes qui arrivent, l'information, les transactions, typiquement du e-commerce qu'on peut faire dans un site Frogance, sélectionner un produit, l'acheter directement dans le site Frogance, éventuellement revenir au site web à un moment donné pour avoir plus d'informations, plus de détails, pour pouvoir faire d'autres types de comparaisons. Mais en même temps, revenir ensuite au site Frogance, peut-être pour finaliser son achat, ou bien continuer de comparer en ouvrant un autre site Frogance. Tout ça, c'est très favorable. En fait, le fait de pouvoir avoir des sites qui sont assez petits et qui sont dédiés à certains contenus bien ciblés, ça va permettre aussi à l'utilisateur d'en regarder plusieurs en même temps et peut-être de se faire une opinion qu'il n'aurait pas s'il était simplement en train de visiter un site. D'accord. Alors Alexis Tamas, on est à Vivatech. Pour Monde Numérique, c'est toujours un moment particulier parce qu'en fait, c'est à chaque fois l'anniversaire de Monde Numérique. Là, c'est le 4e anniversaire. Et vous m'avez fait un cadeau pour ce 4e anniversaire. Vous avez développé un site Frogance consacré à Monde Numérique. Décrivez-le nous, s'il vous plaît. Alors on a mis effectivement des développeurs de notre équipe qui sont normalement pas des créateurs de sites Frogance puisque nous-mêmes on fait la technologie mais on ne développe pas. Ouais, mais en vous fait, faites le moteur, vous faites pas la carrosserie, ça a priori. Exactement. Donc ça c'est le travail un peu des agences ou des sociétés informatiques qui vont ensuite, ou des développeurs, des graphistes qui vont faire ce travail-là. Mais en fait ils n'ont pas pu résister, sachant qu'on se voyait régulièrement. Ils ont dit on va mettre à l'épreuve un petit peu notre savoir-faire quand même pour aussi tester est-ce qu'on est capable d'utiliser bien. Donc effectivement, on a récupéré en fait le corpus des épisodes de Monde Numérique et on l'a traité pour pouvoir présenter en fait à des utilisateurs les derniers épisodes dans le format Frogance. Donc avec plusieurs sites Frogance, en fait, on a créé un ensemble de sites Frogance pour Monde Numérique. Un site qui va permettre à l'utilisateur de se repérer par rapport aux différentes plateformes qu'il a l'habitude d'utiliser. D'accord. Et une fois qu'il a de podcast. Voilà. Et ensuite, dès qu'il a trouvé, il a identifié celle qu'il utilise habituellement, il va pouvoir lancer un site Frogance dédié à cette plateforme-là pour avoir accès aux épisodes, le résumé et directement un bouton qui va permettre de lancer l'épisode. Alors, puisqu'on prend l'exemple du podcast Monde Numérique, il y a déjà un site web qui existe où on trouve un certain nombre de contenus, mais c'est vrai qu'il faut se connecter au site. Ça veut dire ça ouvre un onglet sur le navigateur, etc. Puis après, on part faire autre chose et tout. Là, qu'est-ce que donc ça, c'est plus joli, faut reconnaître, et ça permet de ranger Monde Numérique comme ça dans un coin, et de l'avoir toujours sous les yeux. Alors moi qui l'ai un petit peu expérimenté ce site, j'ai pas eu beaucoup le temps parce qu'il vient de sortir. Il est tout frais, il est pas sec encore, on va le dire. Voilà. Mais pour l'avoir quand même mis sur mon écran, en fait ce qui se passe c'est que moi j'aime bien les mondes numériques et mais c'est sincère et donc en laissant dans un coin de mon écran en fait je pense à Monde Numérique un peu plus souvent et quand j'ai 5 minutes si j'ai 5 minutes à un moment donné dans ma journée, je vais dire tiens, je vais écouter cet épisode. Voilà. Comme on allumerait la radio. Exactement, mais j'ai la radio, voilà exactement, et avec la disponibilité sur l'écran. Et comme le site Frogance ne me gêne pas sur l'écran parce que je peux le minimiser et qu'il est très discret, eh bien j'ai comme ça la possibilité quand je parlais de contact avec l'utilisateur, de contact permanent, eh bien c'est à ma disposition. Je peux, puisque j'aime ce podcast, eh bien je peux le garder et l'ouvrir pour pouvoir ensuite regarder un petit peu le dernier épisode ou un autre épisode, un épisode plus ancien que j'ai peut-être pas eu le temps d'entendre encore. D'accord. Et quel est la plus-value par rapport à si je lançais mon application de podcast, c'est justement de la possibilité de la ranger dans un coin, d'avoir. C'est déjà, je pense que moi je parle que d'un cas de figure, c'est mon cas particulier, mais effectivement, je pense que sans le site Frogance, je pense pas à Monde Numérique toute la journée. Ah bon? J'ai pas. En revanche, là, j'ai sous la main la possibilité d'aller. Et alors, ça peut être aussi avec d'autres applications. Si je suis en train de regarder et ce qui est sympa avec Frogance, c'est que je peux superposer. C'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir Monde Numérique dans un coin et je peux aussi avoir, un site d'enchères dans un autre. Je peux avoir des photos de vacances de ma famille dans un autre coin encore de mon écran. Donc, j'enrichis mon écran sans réduire ma productivité, sans être bloqué. Et donc, c'est ça que nous
on considère comme étant une sorte de nouvelle interface sur Internet, donc un nouveau médium. Et c'est ça qui est très innovant dans Frogance, c'est qu'il va falloir qu'on s'habitue et puis aussi qu'on apprenne à bien l'utiliser. Je pense ça surtout aux éditeurs de contenu. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un site Frogance pour que ce soit réellement pertinent? On va en parler. On retourne sur Vivatech dans les allées du salon. Je trouve que c'est très intéressant, mais sur une utilisation avec l'Apple Vision Pro, tout le monde ne l'a pas encore. Mais sur un ordinateur, je trouve que c'est un peu limité, parce qu'en fait, la taille de l'écran est assez petite. Donc le fait d'avoir plein de widgets qui apparaissent sur un seul écran, c'est un peu compliqué, à moins qu'on travaille avec un double ou triple écran. Là, ça a du sens. Mais sur l'Apple Vision Pro, quand les gens seront équipés, c'est vrai que c'est très intéressant comme solution. Maintenant, je pense qu'on n'y est pas encore. C'est intéressant, mais c'est vraiment sur du long terme. Ça va être assez compliqué d'amener des gros acteurs dessus. Et ils vont avoir besoin de flagship, un peu de gros acteurs pour en faire la pub. Après, ils posent des jalons, probablement sur plus tard. Moi, je crois beaucoup dans la réalité augmentée. Je crois qu'il faut commencer maintenant pour être prêt. Quand les lunettes seront plus adaptables, qu'on se baladera tous avec des lunettes, avec des petits écrans comme ça. Ce genre de choses pourrait être super intéressante pour effectivement avoir de l'augmentation dans les salons, dans des sites ou dans des magasins ou des choses comme ça. Alors Alexis Tamas, si on se place un peu plus maintenant du côté de l'éditeur de contenu, si je veux fabriquer moi-même, alors là vous, pour Monde Numérique, vous l'avez fait pour moi, c'est sympa, mais si je suis, je sais pas, un restaurant, un site de réservation de billets d'avion par exemple, ou un média, n'importe quoi, comment je fais? Alors, en fait, si vous avez donc déjà un site web, en réalité, vous n'allez pas faire grand-chose, vous n'allez pas avoir grand-chose à faire. Ça va être surtout de la conception, c'est de se dire finalement dans un espace assez réduit du site Frogance, puisqu'il n'a pas une taille qui va prendre tout l'écran, comment je vais arriver à redessiner mon interaction avec... Je pars du design, vraiment. Oui. Je pars de l'aspect esthétique, en fait. On va partir de la contrainte, effectivement, que le site est assez petit. Oui, c'est petit. C'est assez petit. Donc ça veut dire qu'il va falloir être astucieux pour engager une interaction avec l'utilisateur qui ait un sens, qui soit rapide et qui aille à l'essentiel par rapport à cet aspect-là. Donc, on va probablement parfois faire plusieurs sites. On va faire des sites par rapport à certains types d'audience pour justement bien cibler l'utilisateur et ses besoins. Par exemple, on peut imaginer que par rapport à des billets d'avion, vous parliez de billets d'avion, donc un site web aujourd'hui d'une compagnie aérienne qui existe, eh bien peut-être que dans tout cet ensemble d'offres de billets d'avion, eh bien le fait que je sois basé par exemple en France, du point de vue de la France, peut-être que finalement je peux avoir des sites qui vont me proposer du point de vue d'un Français qui veut partir en vacances, par exemple, ou en voyage d'affaires, eh bien des destinations particulières et que ces sites Frogance en fait soient extrêmement ciblés et intelligemment faits pour des types de destinations. Plutôt que de partir dans des moteurs de recherche, parce que souvent ça ressemble à ça, un système de site web de réservation de billets d'avion, c'est je rentre des données, mais c'est vraiment très ancien comme philosophie. Ouais, c'est pas le truc hyper sympa. C'est pas très sympa. Quand on rentre dans une agence de voyage, quand il en existe encore, on discute pour obtenir un conseil, pour avoir des idées intéressantes. Là, le voyage d'avion, il faut mettre une ville et puis après, il vous propose des prix et des horaires. Donc là, il faut aller plus loin et Frogance accompagne ce mouvement justement de dialogue avec l'utilisateur où on peut cibler de plus en plus finement les choses pour ensuite arriver à un conseil ou à une vente qui est... Je pense que les utilisateurs aujourd'hui, surtout un peu, nourris à l'IA et au dialogue, je pense aujourd'hui ont des exigences beaucoup plus fortes que par rapport à de l'interaction avec un site ou avec un contenu. Voilà, il s'agit pas de dupliquer le web, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est d'apporter une nouvelle manière d'interagir. Donc, vous l'avez dit, des contenus qui sont visibles plus facilement, qui sont plus agréables aussi, qui sont plus simples, donc plus condensés. On n'est pas dans des pages perdues avec 10 milliards de paramètres. Ça va à l'essentiel. Quelque part, vous réinventez un petit peu une manière d'accéder à de l'information et de naviguer sur Internet. Je crois que c'est exactement ça, oui. C'est vraiment un nouveau médium de communication avec des propriétés différentes du web. C'est pas un mini-web du tout, si on peut dire les choses. C'est effectivement une autre façon d'interagir avec des contenus et des services. D'accord. Alors justement, ça fait partie des questions qu'on a pu recueillir sur Vivatech. On parle énormément d'intelligence artificielle cette année encore à Vivatech. L'IA et Frogance, c'est quoi? Il y a des passerelles, il y a un sens?
Alors oui, il y a un sens. Enfin, en tout cas, tous les testeurs là qui sont actuellement en train de regarder Frogance de plus près, de nous aider à finaliser la mise au point de Frogance, nous ramènent plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on peut évidemment véhiculer dans un site Frogance un contenu qui a été généré par de l'IA. Donc que ce soit des images, que ce soit des interactions. On peut donc dialoguer avec une IA à travers un site Frogance. Mais aussi, et là c'est pas encore au point parce qu'il n'y a pas assez de sites Frogance, je dirais, de réaliser encore, puisqu'on est dans cette période bêta. Mais oui, on va y venir, justement. On va expliquer un peu pourquoi est-ce que vous êtes là sans être là, en réalité. Exactement. Et donc dans cette période-là, on voit aussi donc des gens qui espèrent qu'à un moment donné, de même qu'on peut être assisté par une IA pour faire un site web, eh bien qu'on soit assisté par une IA pour faire des sites Frogance. Alors il y a beaucoup d'expériences. Je ne vais pas citer des dispositifs plus ou moins réussis autour de ça, parce que la statistique n'est pas suffisamment haute pour qu'on puisse conclure sur les performances des différents modèles. Mais effectivement, en enseignant intelligemment à un modèle, on arrive à lui faire quand même fabriquer des amorces de sites Frogance, donc qui sont compatibles. À partir de prompts, on peut lui faire, d'accord. Absolument. Comme on peut aujourd'hui fabriquer des sites web à partir de prompts. Oui, absolument, absolument. Parce qu'en fait, les sites Frogance sont basés sur un langage, sur une grammaire XML qui s'appelle le langage FSDL, et donc effectivement, c'est très simple. À partir du moment où le langage est compris par l'IA, de générer des contenus. Cependant, aujourd'hui, évidemment, les sites les plus intéressants et les plus performants sont faits par des êtres humains, et je pense qu'il va falloir plusieurs années avant que ça change. Ça. Alors parlons justement un petit peu du développement, de l'histoire de Frogance, qui est à la fois connu et pas connu. C'est connu dans la sphère tech. J'ai une question. Frogance, ça existe depuis 20 ans. Mais comment se fait-il? Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ça existe depuis 20 ans, mais ils n'ont toujours pas sorti de produit? Comment ça se fait? Alors, effectivement, c'est une longue histoire, Frogance. C'est une histoire, en fait, où on commence avec une idée, un concept qui est ce qu'on a dit, là, des sites assez sympas, etc. On est dans une époque, en fait, où il y a globalement Windows. Il n'y a pratiquement pas de mobile. C'est très expérimental. Que vous avez commencé. Voilà. Ouais. Et donc, il y a la conjonction de deux choses. Il y a d'abord, l'innovation technologique environnementale qui a été fantastique, géniale, en fait, avec jusqu'au maintenant, la réalité augmentée, etc. Et en même temps, la nécessité d'apprendre à avoir un processus de standardisation autour de Frogance. Parce qu'en fait, ce qui est fort dans le web, et pourquoi le web est encore là 25-30 ans après, 35 ans après, c'est parce qu'en fait, c'est un standard ouvert. Oui. Et donc, on peut le faire vivre, mais il n'appartient à personne. Au sens où personne peut se l'approprier. Et donc, ça permet à toute l'industrie, à tous les éditeurs, à tous les graphistes, à tout l'écosystème de développement de contenu, de pouvoir s'appuyer dessus pour continuer à créer de l'économie, à créer de l'intelligence, etc. Dans Frogance, il faut atteindre le même objectif, et donc on a mis beaucoup de temps à comprendre et à maîtriser ce processus, et notamment l'OP3FT, donc qui est l'organisation de standardisation de Frogance. Finalement, n'a été créée qu'en 2012. Après déjà une dizaine d'années de recherche, et à l'issue de lesquelles on s'est rendu compte qu'il fallait absolument sanctuariser la technologie pour protéger ses utilisateurs. Donc vous n'êtes pas propriétaire de Frogance? Non, l'OP3FT est propriétaire, mais l'OP3FT c'est un fonds de dotation, donc une sorte de fondation qui agit dans l'intérêt général et qui distribue dans ses statuts. Elle a la nécessité de distribuer la technologie sous la forme d'un standard ouvert de façon perpétuelle et irrévocable. Et où en êtes-vous du développement de la technologie? Quand est-ce qu'on pourra consulter des sites Frogance? Parce que pour l'instant, on ne peut pas encore. C'est réservé aux utilisateurs, aux bêta-testeurs. Voilà, absolument. On a pour l'instant encore quelques calages à faire avec justement nos bêta-testeurs pour avoir principalement, l'enjeu principal, c'est d'avoir effectivement un langage FSDL dont je parlais tout à l'heure, qui vit aujourd'hui dans sa version 4, qui soit entièrement stabilisé pour que l'industrie puisse s'appuyer dessus sans subir des éventuelles modifications ou des corrections qui seraient nuisibles à l'adoption. Alexis Tamas, qu'est-ce que vous avez ressenti de la part des visiteurs de Vivatech, globalement, quelle est leur impression? Alors l'enjeu pour nous à Vivatech, effectivement, c'est à ce stade du projet, c'est de tester en fait la technologie auprès d'utilisateurs, c'est-à-dire de mettre en fait la technologie dans les mains des utilisateurs. Alors il y a beaucoup de professionnels ici, mais ils viennent de beaucoup de secteurs différents. On n'a pas que de l'informatique pure et dure, donc c'est très intéressant d'avoir des retours à ce stade. Donc on a des ajustements qui sont à chaque édition de Vivatech, on a pu avoir comme ça des retours très intéressants.
donc des ajustements qu'on peut faire autour de ça. Puis le deuxième enjeu aussi, c'est pour notre équipe. On a une équipe donc de 25-30 personnes qui est, quel que soit le rôle dans l'équipe, sont très fiers de ce qu'ils font. Donc c'est une équipe d'OP3FT ou de F2R2. Ils sont très fiers de ce qu'ils font et donc on les mettre au contact des utilisateurs, c'est leur rappeler aussi et ils en sont heureux. Pourquoi ils travaillent et pour qui ils travaillent et pour qui ils travaillent, effectivement. Ouais. Mmh. Alors, parmi les questions très concrètes qui se posent, il y en a sur on parlait de la confidentialité, etc. Il y a une question d'actualité, c'est celle de l'accès à certains contenus, les contenus adultes. Comment est-ce que Frogance pourrait apporter une réponse nouvelle aux problématiques d'accès ou de non-accès des mineurs à certains types de contenus, que ce soit les sites pornographiques ou dernièrement est encore revenue la question sur le tapis, la question de l'accès aux réseaux sociaux. Est-ce que Frogance offre quelque chose dans ce domaine ? Alors cette question de l'accès, effectivement, différencié en fonction de l'âge ou éventuellement en fonction d'une situation géographique des contenus dans Frogance, a été intégré très tôt dans la conception. On avait ces problématiques-là dans le web d'entrée de jeu. En fait, ça a toujours été le cas. Et donc, on l'a intégré à la conception de Frogance dans le sens où, pour se rappeler, pour accéder à un site Frogance, il faut une adresse Frogance qui donc appartient à l'éditeur du site, un peu comme on a un nom de domaine quand on a un site web. Et dans cette adresse Frogance, en fait, elle est d'un point de vue fonctionnel très enrichie, puisqu'en fait, on peut mettre des sortes de métadata, on va dire, autour de l'adresse Frogance. On peut paramétrer son site Frogance et ce paramétrage est associé à l'adresse. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je suis un éditeur de sites pour adultes, lorsque j'enregistre mon adresse et quand je la règle, j'ai l'obligation de mettre en fait une déclaration d'intention de publication pour adultes, ce qui fait que quand le navigateur, le logiciel Frogance Player va accéder à ce site, il va pouvoir mettre en œuvre un contrôle parental. D'accord, donc le contrôle parental, et ce serait plus efficace que les contrôles parentaux existants aujourd'hui ? Ah oui, ça n'a rien à voir, puisque aujourd'hui le contrôle parental, en fait, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut s'inscrire, il faut se faire finalement identifier d'une manière ou d'une autre, même quand il y a un tiers, etc., de confiance, c'est toujours une opération d'identification. Là, c'est beaucoup plus simple avec Frogance, comme toujours, je dirais, puisqu'en fait, on a redesigné avec le problème en tête et pas le subissant. C'est que, en fait, à partir du moment où les parents offrent un ordinateur ou un téléphone à leurs enfants, eh bien, pour ce qui concerne Frogance Player, ils activeront en fait le contrôle parental, ce qui empêchera de facto les mineurs d'accéder à ces contenus. À condition que les sites se soient déclarés comme n'étant pas appropriés pour les mineurs. Voilà, cependant, c'est contractuellement obligatoire pour eux de le faire. À partir du moment où ils enregistrent une adresse Frogance, ils signent un contrat d'enregistrement et auprès de la société F2R2. Et dans ce contrat d'enregistrement, il y a l'obligation de déclaration. S'ils ne le font pas, ils peuvent être sujets à la destruction de leur adresse, à l'effacement de leur adresse. Ah oui, vous les sortez du jeu, voilà, en fait. Voilà. Mais je pense que quand on voit cette industrie justement qui réagit dans ces derniers jours, qui est à la recherche de processus comme ça. Absolument. Et elle est à la recherche. En fait, c'est pas du tout leur intérêt de ne pas mettre le réglage ou la déclaration d'intention de publication. C'est tout à fait leur intérêt. Et en conservant l'anonymat des Absolument. visiteurs. Et là, tout d'un coup, c'est donc au lieu de rentrer dans une forme d'usine à gaz qui est nécessaire dans le web, évidemment, on va pas y échapper. Dans Frogance, la question se pose pas du tout. Question, est-ce qu'on peut faire un intranet Frogance ? Oui, on peut faire un intranet Frogance grâce à ce système d'adresse propre à la technologie Frogance, donc qui est identifié par une étoile en fait au milieu. On peut créer ce qu'on appelle un réseau Frogance qui va être ensuite publié donc soit sur Internet si on veut créer un réseau Frogance, donc un ensemble d'adresses Frogance sur Internet, ou bien on peut le publier de manière privée, donc dans un intranet. Ce qui permet donc d'avoir une circulation d'informations fermée au sein d'une entreprise. Donc c'est tout à fait possible. Oui. D'accord. Encore une question. Vous mettez en avant également l'aspect frugal de Frogance et donc plus respectueux de l'environnement, c'est vrai ça ? Oui, c'est dans le langage qui permet de faire des sites Frogance. En fait, chaque page d'un site Frogance qu'on appelle un slide a une limite en termes de taille. Donc ça veut dire que c'est frugal au sens où il n'y a pas de données qui sont transmises à l'utilisateur et qui ne servent pas. Par exemple, si je suis sur une page web aujourd'hui, il y a plein de photos ou d'endroits sur la page que je ne vais pas jamais voir parce que je vais tout de suite naviguer. Là, dans Frogance, on ne déroule pas, on voit directement la vue. Donc en fait, les slides Frogance, donc les pages individuelles des sites Frogance dans lesquels je navigue, ont une limite technique qu'on ne peut pas dépasser, c'est une limite technique. Et du coup, ça rend Frogance très frugal en termes de bande passante. Les flux de données qui sont échangés sont très légers, c'est presque invisible sur le réseau. D'accord.
Allez, on jette un coup d'œil encore sur une question recueillie à Vivatech. J'ai compris qu'ils étaient un peu early stage, aujourd'hui encore, pour pouvoir avancer. Donc voilà, après j'espère qu'ils vont se développer, que nous on va se développer, que toute cette technologie-là autour de l'air va se développer, parce que plus il y a de gens qui l'utiliseront et plus les gens seront sensibilisés à ça, et puis on aura des opportunités qui vont se créer. Vous êtes dans la banque, oui. Vous imaginez des applications ? Peut-être pour le côté interaction client, ça peut être sympa. Justement, bon alors c'est pas ma branche, mais vu qu'il y a la fermeture des espaces, des agences, etc., ça peut être une alternative aux agences peut-être. Alors Frogans est développé en France, à Paris principalement, mais vous avez également, vous vantez d'être aujourd'hui à une dimension internationale, c'est-à-dire ? Alors c'est vrai que le projet, par sa nature, nécessitait une approche internationale d'entrée de jeu. Donc sur la partie technologique, on s'en doute, les adresses, les contenus, tout ça devait être international. Mais effectivement aussi au niveau culturel. Donc nos équipes initiales, comme vous le dites, le projet a été initié en France. Donc on a tout de suite eu des gens qui venaient de tous les pays. C'était essentiel pour avoir une approche globale, on va dire, du sujet, culturellement globale. De ne pas rester juste entre des ingénieurs ou des approches franco-françaises. Donc ça a tout de suite été le premier jour des gens venant de différents pays, soit des Américains, des Chinois, etc., des Européens, des gens d'Afrique, etc. On a vraiment de tout et de toute origine. Et puis aussi, du coup, pour continuer ce développement, pour anticiper aussi ce développement. Et dans ce cadre-là, donc l'OP3FT, l'organisation de standardisation de Frogans, a créé il y a quelques années à Pékin, en Chine, donc une antenne locale qui nous permet d'avoir donc une présence en Chine qui nous permet à la fois de développer et de contrôler si des morceaux de la technologie sont bien compatibles avec les usages en Chine, et aussi est-ce que le développement de la technologie Frogans va bien dans le respect aussi des législations, etc. Et ça c'est valable donc aussi dans le monde entier. Et puis une antenne locale aussi dont la création vient d'être finalisée aux États-Unis, à Washington, où on a déjà une amorce d'équipe qui est sur place. D'accord. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi ? Et quand est-ce qu'on pourra, que le grand public pourra accéder facilement à des sites Frogans ? Alors, pour que le grand public puisse toucher des sites Frogans, en fait, il va falloir qu'on commence déjà à diffuser la technologie Frogans dans les milieux techniques. Donc, on a commencé par une période bêta, mais qui va se poursuivre par ce qu'on dit une injection, on va dire, de la technologie auprès des communautés techniques mondiales. Et c'est cette première étape qu'il faut qu'on réalise bientôt, donc on espère à la rentrée d'ici la fin de l'année, pour qu'en fait on ait déjà le monde de la technologie web, on va dire, pour être précis, ça familiarise, fasse des expériences, un peu comme notre équipe qui a fait le site du monde numérique, que cet écosystème commence à s'enthousiasmer un petit peu, comprendre les enjeux techniques. Et ensuite, ça va basculer dans le grand public. Oui, on vous sent très très prudent. Hein. Vous voulez vraiment d'abord convaincre ceux qui sont au cœur de cette industrie-là, en fait. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans le monde de l'informatique en général, les gens de la technique ont le dernier mot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on innove de manière forte, on peut avoir des super idées, on peut avoir en marketing des choses formidables qu'on peut inventer, mais à un moment donné, on va se retourner sur ces développeurs, on va dire est-ce que ça marche, est-ce qu'on peut le faire ? Et si les développeurs ne sont pas convaincus à 100% que ça marche justement, que c'est fiable, etc., à ce moment-là, ils ont des réserves et ça casse l'enjeu, ça casse l'élan. Voilà. Donc en fait, la dynamique, exactement. Et donc, votre objectif, c'est de convaincre en priorité les développeurs. Voilà, c'est ça, de convaincre les développeurs. C'est pour ça qu'on a commencé par une période bêta qui nous permet, avec un petit échantillon de ces développeurs, de finaliser la mise au point. Et ensuite, on va aller voir les gens, notamment, qui font des tutoriels sur Internet, de technologie, ceux qui enseignent ceux qui enseignent le HTML, le CSS, etc. Tous ces gens-là sont des gens, des experts qui comprennent très bien les technologies. Et par exemple le HTML et le CSS dont je parlais, et qui vont être très facilement, j'espère très facilement convaincus de tout ce qui est du potentiel justement du FSDL, du langage des Frogans. Mais vous craignez pas que ça reste un peu de l'entre-soi ? Alors je crois pas, parce qu'en fait dès qu'on met un doigt de pied dans ce monde-là, on se rend compte qu'il y a des dizaines d'initiatives qui arrivent très vite et que les développeurs en fait sont capables de créer des sites Frogans qui sont intéressants. Alors l'audience de ces sites Frogans sont un peu technico-techniques, c'est probablement pour des spécialistes, mais en réalité ça crée en fait une forme de vitrine
d'utilisateurs, d'utilisation, de cas d'usage dont on parlait tout à l'heure. Alors peut-être que le premier site Frogance qui sera créé dans ce cadre-là, ça sera pas un média monde numérique comme ça, mais ça sera peut-être un média beaucoup plus confidentiel. Mais au fond, ils utiliseront les mêmes technologies et donc ils serviront de démonstrateurs. Mais aujourd'hui, c'est quoi votre modèle économique chez Frogance ? Comment vous vivez ? Alors, le modèle économique du projet en soi, c'est bien l'enregistrement d'adresses, comme il y a l'enregistrement de nom de domaine. Donc ça va permettre de financer en fait l'infrastructure. Oui, comme toutes les adresses .com, .fr, .org, etc. Exactement. Qui rapportent beaucoup d'argent. Voilà. Et donc ça va permettre de réaliser en fait la poursuite du développement de la technologie avec l'OP3FT. Et sinon, en attendant, puisque en fait c'est pas encore le cas aujourd'hui, nous avons ouvert le capital de la société F2R2 pour que n'importe qui puisse y investir. Et dans ce cadre-là, on l'a pas fait avec des fonds d'investissement ou avec des structures lourdes, on l'a fait directement auprès du public, auprès d'investisseurs individuels qui peuvent rentrer au capital de la société F2R2 en détenant des actions de la société. C'est-à-dire ceux qui y croient, qui ont envie de soutenir le projet, qui ont envie que ça débouche, ils peuvent investir dans F2R2. Absolument. Il faut être résident en France seulement. C'est la seule contrainte. Bon. Merci beaucoup, Alexis Tamas, cofondateur de Frogance, de F2R2, pour parler de Frogance.